Ok les gars, ben, je crois qu'on est parti, deuxième vidéo de la semaine, du coup la semaine du, ben, je sais plus, 7, 8, lundi 8. Euh, Avant de commencer, je voulais vous montrer un peu l'avancement dans le second brain, pas l'avancement mais plus la structure du truc, comment j'ai structuré un peu la bête. J'ai rajouté une petite case indicateur. Le but c'est de répertorier tous les indicateurs qu'on développe. Maintenant qu'on a le partenariat avec Blockunity, que voilà, Antoine commence à faire des indicateurs pour nous et tout, je pense que c'est intéressant de tout répertorier et d'avoir du coup voilà, la technique macro on-chain, un peu les explications, la construction d'indicateurs, peut-être les API, avoir une petite base de données sur Notion de voilà, ce qu'on fait et comment on organise ça. Donc j'ai commencé, j'ai mis tous les indicateurs on-chain un peu qu'on utilise et les indicateurs que j'avais créés, que je vous avais envoyés dans le groupe, corrélation BTC Gold, corrélation BTC Nasdaq. Voilà. Donc, le but c'est de faire une petite fiche de ce style-là. Autre chose, c'est l'agencement des thèses. Donc dans Second Brain, quand on cliquait sur les thèses, on avait les thèses qui étaient reliées par voilà, projet, macro, on-chain, etc. Ça, c'est les petites thèses qu'on a. Et j'ai fait une petite rubrique, ça, c'est les grosses thèses. On s'était dit, on nous fait 5 thèses qui doivent représenter la chaîne, que quand les gens les voient, quand les gens entendent parler de ça, ils se disent, bon, ben c'est les thèses d'Iril. C'est les thèses d'Iril, il en a parlé, il est de cet avis, il pense ci, il pense ça, et qu'en gros, ben, les mecs mettent une thèse sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Donc dans les main thèses, on en a 3 pour l'instant, je les ai choisis, il faut qu'on en discute pour en avoir 5. Il y en a encore 2 à trouver. La corrélation BTC Gold, beaucoup de choses à dire. La Global Liquidity, ça, bon, on en a parlé 10 milliards de fois. Et celle où j'ai plus travaillé pour l'instant, c'était le ralentissement de l'économie des États-Unis et la montée en puissance de l'Asie. Voilà. Et donc dans les thèses, le but c'est de mettre tout ce qui fait croître ces thèses, tout ce qui justifie ces thèses. Donc là, pour l'instant, dans le ralentissement US et montée Asie, on a les 2 scripts que j'avais fait, que j'attends que Lovig me confirme. Mais voilà, en gros, c'était les 2 scripts pour expliquer un peu voilà, les fondements de l'Empire, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est lié à ça. Et l'autre, du coup, sur la Chine et la possible arrivée d'un bull run de ce côté-là. Voilà, il y a pas les commentaires, je sais pas pourquoi, je regarderai. Peut-être que j'ai pas tout copié. Et donc voilà, aujourd'hui pas de crypto encore, malheureusement, mais j'ai réuni beaucoup de crypto, il y en aura plus la semaine prochaine, c'est parce que sinon c'était trop long. Et là je suis tombé sur de beaux graphiques qui peuvent grandement nous aider. Et je pense que c'est le principal. On s'était dit, je fais une veille de marché, donc en fait je vais chercher un peu chez les créateurs de contenu, qu'est-ce qui se fait en France, aux US, etc. Voir leur avis, voir de quoi ils parlent et tout. Mais le but c'est quand même que ce que j'ai cherché, nous, nous aide dans nos thèses, dans nos constructions de vidéos, dans nos constructions de vision pour l'avenir. Et donc, juste voir ce que les autres font, je pense que c'est pas très efficace. Par exemple, cette semaine, à Rollpile, il a parlé que des NFT, on s'en bat les couilles, avec tout le respect. Investencer, il a fait une fixette sur Tesla. Donc c'est pas ce qui nous intéresse enfin, en premier, et donc j'ai pas mis forcément du temps là-dedans. C'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent, mais de là à faire beaucoup de recherches, faire de l'interprétation sur ça, je pense que c'est pas efficace. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur un. Excusez-moi les gars, le scooter qui passe, on est à Marseille, il faut oublier. Plusieurs graphiques. Il y a 5 graphiques de cross-border capital qui vont nous aider du coup à comprendre et à voir pourquoi les États-Unis ça commence à être vraiment dur économiquement et pourquoi faudrait commencer, pourquoi la liquidité commencerait peut-être à aller ailleurs, pourquoi les investisseurs chercheraient à partir ou à trouver d'autres solutions quoi. Donc voilà, on va commencer. Hum, Petit verre d'eau, on va commencer avec le premier. Le premier qui est du coup le Daily World Economic Activity. Alors qu'est-ce que c'est, comment il est construit? Il y a une courbe orange, c'est l'estimation annualisée de l'évolution du PIB mondial. En gros, bon, ben, l'évolution, la prévision que Cross Border Capital va faire en fonction du rythme économique actuel sur la croissance du PIB mondial, pas le PIB américain, c'est important, on le reverra après. Donc, en gros, par exemple, ici, euh, on est par exemple à 2, au-dessus de 2, c'est-à-dire que bon, ben, sur un an, Cross Border va estimer que sur un an, donc on devrait à partir de là
faire 2% de croissance sur le PIB mondial. Donc ça c'est le premier graphe, la première courbe qui est la courbe orange. Et la deuxième c'est la noire, c'est l'indice de risque, en gros pareil. Donc Cross Border Capital a fait un indice de risque, un indice d'exposition au risque que les investisseurs vont prendre sur le marché. Donc qu'est-ce qui nous montre ce graphique? Petite corrélation, vous savez que j'aime bien une corrélation, petite corrélation entre les deux courbes, et en gros ça illustre que la hausse des droits de douane qu'on a eu ici, ça a mis un coup économique, mais genre mondial. Ça a mis un bâton dans les roues, mais monstrueux. Et les prévisions de la croissance du PIB, mondialement, sont tombées à presque 1,5%. C'est-à-dire qu'en gros, si on restait avec les premiers taux qu'avait annoncé Trump, on tombait à 1,5%, c'est énorme. Et qu'est-ce qui a suivi? L'indice de risque. L'indice de risque. Pourquoi? Parce que dans les périodes d'incertitude comme ça, c'est les investisseurs qui vont fuir un peu les actifs à risque et du coup qui vont se rapatrier sur des actifs voilà, plus pour se protéger ou alors des bons du trésor avec des rendements sûrs, des trucs qui sont certifiés, quoi. Et donc bon, là, le graphique montre pas un truc de fou, mais on a déjà une petite corrélation qui pose les bases et qui nous dit que en gros, si les Américains prennent des décisions pour montrer que, enfin pour couler ou alors ralentir l'économie, forcément l'actif de risque va suivre. Donc forcément, on aura, euh, on aura un coup dans les actions et dans les crypto-monnaies. Forcément. Donc tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut, voilà, une hausse des taux, etc., ça aura forcément un impact sur l'exposition au risque des investisseurs. Et donc ça nous montre aussi quoi? Que le monde est beaucoup trop rattaché, ça je l'avais montré dans la vidéo, le monde est beaucoup beaucoup trop rattaché aux décisions américaines et au dollar. C'est pas normal, c'est pas sain, c'est pas une bonne conjoncture. Il faut que les économies se détachent entre elles et c'est comme ça on va avoir une concurrence et de la stimulation, c'est parce qu'elles vont être détachées et qu'elles n'auront pas de conséquences sur l'une ou l'autre. Là, Trump a pris la parole, il a failli faire plonger de 1,5% le PIB mondial. C'est énorme. Donc, petit graphe pour se mettre en jambe, pour montrer que voilà, on va enchaîner sur des suppositions qui montrent que l'économie américaine va prendre un coup. Et on passe au deuxième graphe qui est le Daily US, donc le PIB, le momentum du PIB et les policy rate cuts. Qu'est-ce que c'est que celui-là encore? Pareil, on a deux lignes, on a deux courbes. La ligne noire d'abord. C'est pareil que sur le graphique d'avant, c'est les prévisions de la croissance du PIB, mais cette fois pour les États-Unis, pas mondialement. Donc là, vous voyez pareil. Si je prends ici le petit pic qu'on a ici, là, qui est à -2, non, qui est à 2,2, excuse-moi, je me suis trompé de côté, qui est à 2,2, donc c'est-à-dire que ici, à partir de là, avec la conjoncture économique, on prévoit que sur un an, le PIB aura une évolution de 2,2%. Et on a la courbe orange qui est le nombre de baisses de taux directeur qui est attendu sur les 12 prochains mois. Là, voilà, bon, c'est un peu technique, mais en vrai, ça, c'est pas du tout compliqué. Par exemple, si je prends ici, vous voyez qu'on a -4, ça veut dire que sur les 12 prochains mois, avec les probabilités, on prévoit il y aura -4, il y aura 4 baisses de taux. Là, ici, on a 1, ça veut dire qu'il y aura une montée des taux. Voilà, c'est tout simple. Pareil, petite corrélation en fait, donc entre ces deux lignes qui normalement devraient avoir rien à voir. Mais on a voilà, des prévisions d'évolution du PIB US qui ralentissent, donc on voit ici, ralentissement du PIB US. Et à côté de ça, on a des prévisions de baisse de taux qui baissent aussi. Donc en gros, on remonte la possibilité qu'il y ait des hausses de taux. Et on baisse le PIB. C'est pas logique du tout parce que normalement, quand une économie est au ralenti, donc comme on est en train de le voir, hein, normalement, les taux suivent, comme vous le voyez ici. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de stimuler l'économie. Donc, on baisse les taux, il y a plus d'emprunts, plus de transmission économique, l'argent circule plus facilement, on crée de la croissance, et en gros, voilà. Mais pourquoi là, début 2025, on a ce décrochage? Pourquoi on a ce décrochage entre le PIB qui continue à baisser et la Fed qui ne fait rien, les prévisions de la Fed qui ne font rien pour rattraper ce PIB qui est en train de baisser? Ben, c'est parce que les gars, on est arrivé à un point où
où ça commence à être dur pour la Fed, quoi. La Fed commence à avoir un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que ben, s'ils baissent les taux, ils sauvent ce qui est en train de partir un peu en couille, parce que du coup, ben, la prévision du PIB est en train de baisser, mais l'inflation va rebondir directement, sans un mois d'attente. Et ben, inversement, ben, s'ils font rien, ben, récession, les gars. Récession. Donc là, en fait, on a une fête qui est un peu compressée, quoi. Qui est un peu compressée et ça marque vraiment une fête qui est restreinte, quoi. Une banque centrale qui est restreinte. Elle ne peut pas agir comme elle veut. C'est pas possible dans les deux cas, elle est bloquée. Et là, ça commence à être vraiment dur. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo, dans la suite des graphiques, ben, en fait, ils ont, du coup, employé d'autres moyens. Ils vont employer d'autres moyens pour essayer de sauver, enfin, essayer de survivre, plutôt. Donc voilà, ça c'était le deuxième graphique qui nous montre une petite corrélation, et du coup, bah, une décorrélation. Le PIB coule et les taux montent, enfin les taux devraient monter selon les prévisions, ce qui n'est pas du tout normal. On passe sur le troisième graphique, les gars. Celui-là, couleur du Galatasaray. Gros bisous à Icardi, qui aurait dû être sur le toit du monde, mais ça c'est une autre question. Pareil, de courbe, j'aime bien quand c'est pas trop chargé. La ligne orange, c'est la croissance des avoirs en bons du trésor qu'ont les banques commerciales américaines. En gros, là on a 10%, vous voyez on a 10%, ça veut dire que par rapport à l'année d'avant, ben, les banques centrales ont accumulé 10% de plus de bons du trésor. Donc s'ils en avaient 10 des bons du trésor, ils en ont 11 maintenant. Voilà. Et on a la courbe rouge qui est, ça vous connaissez très très bien, c'est juste la croissance de la masse monétaire, donc M2. Également sur du year to year, hein. Et donc voilà, bon, on avait la courbe orange, donc le nombre des bons du trésor qui baissait, la M2 a suivi forcément, et là on a eu une explosion. Explosion, la courbe orange on passe au-dessus, début 2024, mi-2024, et la M2 a du mal à suivre. Du mal à suivre, alors que normalement, bon, voilà, ça devrait être plus caricatural que ça. Alors, bon, mais comment ça se passe? Alors, bah, ce qui est simple, c'est que l'État, il est en déficit. Il doit financer son déficit chaque année, et en gros, il dépense plus que ce qu'il gagne. Et donc, il doit emprunter voilà, pour payer son déficit. Et donc, pour ça, il va émettre des bons du trésor. Jusqu'à là, ça va. Bon, normalement, les pays qui achètent les bons du trésor et qui financent le déficit américain, c'est la Chine, le Japon, ça je l'ai mis dans les vidéos juste avant, et la Fed qui en achète. Là, c'est pas du tout le cas. On a vu que bon, ben, la Chine commence à en vendre, le Japon commence à en vendre, et la Fed, elle est toujours en QT, elle est pas en QE. Donc elle continue à réduire son bilan. Donc bon, ben, dans ce cas-là, il faut trouver de nouveaux acheteurs. Il faut trouver de nouveaux acheteurs parce que nous, on est en déficit. Faut nous financer, les mecs, parce qu'on a plus de dépenses que ce qu'on gagne chaque année. Et bien, devinez qui c'est qui achète? C'est les banques commerciales américaines. C'est les banques commerciales américaines. Pourquoi? Bon, ouais, parce que ben, les taux sont quand même élevés, puisque plus personne n'a des obligations. Ça reste des actifs sûrs sur les dernières années, on va dire. Et voilà, il y a une petite pression politique aussi qui se met en place. Et donc le problème, c'est que plus les banques achètent des obligations, moins elles peuvent prêter aux entreprises et aux ménages. Donc moins de création monétaire. Plus j'achète des obligations, donc plus je finance mon pays, moins je peux dire, bon bah écoutez, vous voulez un crédit pour la voiture, tenez, je vous fais votre crédit, et donc ça rentre dans la M2. Il n'y a pas de création monétaire, puisque la création monétaire va pour financer le déficit. Vous comprenez? Donc ce qui devrait en fait créer de la croissance, bah, finance un déficit. Et c'est pour ça que la M2 a du mal à monter du coup. La M2 a du mal à augmenter parce que bah, du coup il y a moins de prêts, il y a moins de dépôts bancaires créés, et tout l'argent part pour rembourser la dette et pour payer les dépenses, quoi. Et ça, ce petit phénomène-là, Cross Border Capital, il est appelé le Yellen Omic. Excusez-moi pour la prononciation, vous savez que les L c'est difficile pour moi. Et en gros, Yellen c'est le responsable du Trésor américain. Et en gros, le principe c'est quoi? C'est que bah, ils vont faire comme un QE, comme un quantitative easing, mais en contournant la Fed. Ils vont pas passer par la Fed. C'est pas la Fed qui va émettre les obligations. Non, non, c'est le Trésor directement. C'est l'État finance son déficit en injectant de l'argent dans l'économie, donc les subventions et tout, mais la création monétaire,
passe désormais par le Trésor et pas par les banques. Enfin, pas par la Fed, excusez-moi. Par le Trésor et les banques et pas par la Fed. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer ça? Les banques, elles deviennent cofinanceurs de la dette, alors que c'est eux qui devraient être à la base de la création monétaire. Donc ça ralentit la croissance, l'État pompe les ressources du système bancaire pour survivre, l'économie réelle se contracte, la productivité stagne, et en gros, ben, ça rend les marchés US hyper moins attractifs. Hyper moins attractifs. Ils mettent pas les balles de leur côté, quoi. Voilà ce petit graphe du Galatasaray. Bien plaisant. On passe à l'avant-dernier, les mecs. On est sur le Gold Bullion and US Real Interest Rate. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors là, la ligne noire, la ligne jaune, c'est juste le cours de l'or, rien de plus simple. La ligne noire fait un peu s'accrocher parce qu'ils ont fait des loopings dans tous les sens pour ce petit graphe. Et c'est un peu chiant. Alors c'est quoi? C'est les taux d'intérêt réels américains à 10 ans, mais inversés. Donc déjà, on inverse la courbe. C'est-à-dire que quand ça monte, ben, en fait les taux ils baissent. Et quand ça baisse, quand la courbe elle baisse, comme vous voyez ici, là, ben, en fait les taux ils montent. Voilà. Vous voyez, on a 0. Ici, on est à 1. Et quand on monte, on passe de 4 à 2. Voilà. Donc c'est inversé. Mais c'est pas les taux d'intérêt nominaux, comme on connaît, les taux obligataires nominaux. C'est les taux d'intérêt réels. Qu'est-ce que c'est? C'est les taux nominaux, donc à 10 ans, moins l'anticipation d'inflation. C'est-à-dire qu'en gros, on enlève l'inflation qu'il aurait dû avoir pour avoir le taux le plus, on va dire, pur possible, le plus représentatif et qui est interprétable chaque année en fait. En gros, il paie des intérêts qui sont ajustés pour compenser la perte du pouvoir d'achat. Donc, juste ça. Donc c'est ça. C'est les taux d'intérêt, mais inversés. Vous faites pas avoir parce que à chaque fois j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre les corrélations et je me dis putain mais ça monte et tout. Mais en fait non, ça baisse là. Là ça baisse, là ça monte, là ça baisse, là ça monte. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce petit graphique sympatoche? C'est que ben, quand les taux baissent, donc la ligne noire monte, ben, l'or monte aussi. Ça suit. C'est logique parce qu'en gros, ben, détenir de l'or, ça devient plus intéressant que détenir du cash ou des obligations qui ont un rendement hyper faible. Et inversement, quand les taux réels montent, donc c'est-à-dire que la ligne noire baisse, ben, l'or baisse parce que les gens vendent leur or pour s'exposer aux obligations qui ont des taux d'intérêt plus intéressants. En gros, c'est un gros coup d'opportunité, quoi. Il y a des intérêts sur les obligations, je prends des obligations. Bon, mais dès que ça commence à ralentir tranquillou, je reprends de l'or. Faut pas rater une miette de croissance, quoi. Et donc ça, c'était le cas jusqu'à la fin 2022, début 2023. Ouais, c'est ça. Fin 2022, 2022, ouais, c'est ça. Exactement. Et, euh, et 2023, petite rupture, petit point de rupture, et décorrélation totale. Vous voyez, c'est là où il y a écrit diagranomique, donc comme tout à l'heure. Donc décorrélation, les taux explosent et l'or explose. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en gros, ben, en fait, ce point, c'est un point de rupture dans la confiance envers le système monétaire américain. Donc, c'est plus le niveau des taux qui dicte le comportement de l'or, mais le niveau de confiance dans la politique monétaire qui va être dicté, en fait. Donc, les taux montent, moi je m'en fous. Les taux montent, je m'en fous. Moi j'ai plus confiance, j'en veux plus des obligations. Moi je veux être en sécurité et je pense que l'or c'est la meilleure des manières d'être en sécurité. Donc, même si les taux montent et que j'aurais dû vendre mon or pour acheter des obligations, pour financer l'État, ben non. Je vais rester en or et je vais en racheter. Perte de confiance complète. Perte de confiance complète des investisseurs envers le gouvernement. Et donc, bon, ben, à l'époque, tu cherchais le meilleur coût d'opportunité pour pas rater une mètre de rendement. Et donc, tu alternais en gros entre obligation or, obligation or. Et en gros, ben, c'est comme ça que tu faisais du profit. Là, c'est plus du tout le cas. Les gens, ils cherchent la confiance, ils cherchent plus le rendement en fait. Et vous voyez ça comme si l'or aspirait toute la méfiance envers le gouvernement. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on en tire? C'est que ben, on peut faire un gros parallèle avec les cryptos et les actifs décentralisés en général. Euh, c'est aussi un graphe qu'on pourrait mettre dans la thèse avec le gold. Donc la corrélation hors BTC. L'or qui est un actif on va le refuge, ben, BTC commence à être corrélé avec lui, parce que les gens se réfugient dans BTC. BTC fait un nouveau plus haut, pourquoi? Parce que les gens se réfugient et il est plus vu, en tout cas en ce moment, comme un actif spéculatif.
sur lequel on va faire du rendement. Voilà. Je vous expliquerai les graphiques la semaine prochaine, je les ai pas mis, c'est ça que je voulais mettre dans la vidéo aujourd'hui, mais ça allait être trop long. Ça allait être trop long et puis je vais les expliquer tranquillement pour bien vous montrer les corrélations quand on passe de actif à risque à valeur refuge et un peu du coup ben, quand il y a une corrélation avec le Nasdaq et quand il y a une corrélation avec l'or. Voilà. Petite gorgée d'eau et on est parti pour le dernier. Couleur du Galatasaray, c'est horrible, mais bon, c'est cross-border capital. Regardez comme il y a zéro effort. Les gars, c'est reconnu, c'est pas de la merde quand même. Hein. Regardez, regardez. Bon, moi je me dis qu'on a toutes nos chances avec ça. Mais bon, voilà. Donc, dernier graphique, les gars, US Fed and US Treasury, All Stimulus. En gros, c'est tout ce qui va être fait pour stimuler la croissance américaine. C'est un peu compliqué, je vais le reprendre plusieurs fois et il y a un petit tableau pour bien comprendre. Alors, la courbe rouge, c'est quoi? C'est la politique d'achat massif d'actifs par la Fed. Donc, ce qu'on connaît, c'est un QE de base, c'est quantitative easing. On rachète des actifs pour injecter de la liquidité. Simple et efficace. Ça, c'est la façon la plus légale, la plus directe, la plus classique. Voilà. On a une courbe orange. Qu'est-ce que c'est cette fois? C'est pareil, un QE. Mais vous voyez, il y a écrit une note QE dessus. Parce qu'en fait, il n'est pas officiel ce QE. Il n'est pas officiel, ça passe pas au-dessus des radars, c'est un QE qui va être fait par des programmes, comme on a vu la semaine dernière, le repo market, donc avec le collatéral, des achats ciblés, des achats via les banques centrales, et donc c'est pas direct. C'est un genre de QE déguisé. Faut voir comme ça. Je l'ai vu l'interprétation, je sais comment c'est construit, mais je l'ai pas mis parce que c'était assez brouillon et ça allait prendre la tête pour rien. Le but c'est de comprendre qu'est-ce que veut dire ce graphique, qu'est-ce qu'il montre. Mais je vois totalement comment il est construit. Et donc on a la dernière courbe qui est la courbe noire, qui est note YCC, note YCC, excusez-moi. Et le YCC, c'est le Yield Curve Control, c'est le contrôle des taux longs par les banques centrales. Donc en gros, ben là, on est dans une forme genre indirecte du contrôle des taux. C'est indirect. Et c'est quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le Yelenomics. C'est le trésor qui émet de la dette à court terme volontairement. Et c'est les banques qui vont acheter ces obligations pour financer le trésor américain et du coup le déficit. Voilà. Et donc en fait, on se retrouve avec trois courbes. La rouge, c'est le QE, ça passe par la Fed. C'est classique, expansif, direct, ce que vous voulez. Le orange, c'est comme le QE, c'est le même effet, mais c'est pas un QE. C'est un coup déguisé, c'est toujours la Fed, mais c'est déguisé cette fois. C'est pas expansif, enfin, c'est semi-expansif et c'est indirect. Et on a le noir. Voilà, là, c'est la mafia de la stimulation. C'est du coup le trésor. Pas du tout la Fed, c'est le trésor américain. Et donc, voilà, la nature, c'est un peu budgétaire, politique, inflationniste. Excusez-moi, je vous ai mis la petite conclusion en dessous. J'aurais pas dû. Et donc, le graphique, on voit bien que ça diverge. Et on va séparer ça en trois phases pour comprendre un peu comment les États-Unis s'en sortent en ce moment. Donc, la première phase, c'est 2019-2021. Présence de la Fed, un QE basique, il y a du rouge, on est content. On a un gros rachat d'actifs, forcément, parce qu'il faut injecter de la liquidité pour financer le Covid. C'est normal, tout va bien. Comme je dis tout à l'heure, c'est direct, c'est expansif. Deuxième phase, 2021-2023, là c'est la Fed qui du coup réduit grandement son soutien au stimulus. Vous voyez que on réduit parce qu'on commence à perdre les moyens en fait. Les conditions commencent à devenir tendues et du coup la Fed elle utilise des outils en dessous de la surface pour agir comme le QE comme on a vu tout à l'heure, mais sans vraiment l'être. Et donc là c'est petite zone grise monétaire déjà. Petite zone grise, ça sent pas trop bon. Et la dernière phase, c'est la phase de 2024-2026, en comprenant du coup la projection 2024-2026, et là il commence à y avoir beaucoup de noir. Beaucoup de noir. Et là c'est noir parce qu'en gros, la Fed est bloquée, comme on a vu tout à l'heure, la Fed est bloquée, elle peut pas agir par peur de relancer l'inflation ou une récession, et du coup c'est le Trésor qui va prendre le relais. Le Trésor est obligé de prendre le relais parce qu'il faut qu'il finance son déficit. Et donc il va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, financer le déficit en émettant des bons du Trésor qui vont être achetés par les banques commerciales et qui vont avoir de l'effet comme un QE. Et c'est tout là,
euh, c'est ici que naît du coup le Yeganomics, qui est assez prisé par Cross-Border Capital, et je pense que c'est un bon centre de réflexion qu'on pourra avoir. C'est de la stimulation inflationniste, mais du coup, qui n'est pas pilotée par la Banque centrale, qui est pilotée par un trésor. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, bah, grosse perte de confiance, enfin, grosse perte de contrôle, pardon, par la Fed, et elle n'a plus de marge pour agir. Elle n'a plus de marge pour agir, elle est hyper serrée, ben, en général, les capitaux, ils vont là où la Banque centrale a un pouvoir et peut régler une situation. Là, c'est soit ça va tout droit, soit il y a les murs sur le côté, quoi. Donc ça commence à être compliqué, et donc les investisseurs, ils se disent, bon, ben, je vais pas rester là, ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon, ils sont bloqués, quoi. Et un autre truc, c'est que ben, la stimulation économique, elle est pas claire, elle est pas officielle, c'est pas bon du tout, ça. Quand ça passait par le QE, c'était officiel. Voilà, il y avait l'argent des dépenses publiques qui était utilisé pour faire croître l'économie, pour consommer, survivre et tout, mais c'était officiel, là, c'est pas officiel, là. C'est-à-dire qu'on finance que déficit sans moyens officiels. Donc le système est complètement dopé et grosse perte de confiance pour les investisseurs et complètement un agissement qui est complètement dans l'ombre. Donc qu'est-ce qu'on en tire de ces 5 graphiques là qui sont, j'ai trouvé, qui veulent dire beaucoup quand même, je pense, sur la situation. Donc la Fed est bloquée dans ses agissements parce qu'elle est menacée par l'inflation ou par une récession. Les banques commerciales opèrent un QE déguisé et participent au ralentissement de la croissance de la M2 en payant le déficit de l'État. Donc gros blocage de la transmission monétaire. La M2 ralentit son accroissement, ça veut dire que la monnaie ne nourrit plus la croissance mais sert à refinancer un État surendetté. L'or déconnecte des taux réels, donc signal de perte de confiance. Le marché ne cherche plus le rendement, mais la sécurité et la protection, car il y a une perte de confiance. La stimulation économique américaine devient opaque, pas officielle. C'est très mauvais pour les investisseurs. On est rentré dans le Yellowish. Il est horrible ce nom, putain. Et l'économie mondiale dépend encore trop du système américain. On l'a vu du coup avec les prévisions du PIB. Les conséquences de tout ça, c'est que ben, ça ouvre la voie à des actifs alternatifs. Et les investisseurs, ils vont commencer à chercher autre part, quoi. À aller voir ailleurs. Donc, actifs alternatifs, BTC Or, comme on a vu, et ben, une fuite vers les zones économiques qui sont mieux pilotées, donc là où la Banque centrale a des agissements, comme j'ai expliqué dans les deux petits scripts juste ici. Voilà. Donc je trouve que ça rentre bien dans les thèses, ça conforte bien le, l'agissement. Le but c'est que bon ben en fait on est à disposition de ces graphiques, ces explications et tout, ben, déjà pour mieux comprendre pour tout le monde, mais c'est quelque chose dans lequel on peut venir piocher pour n'importe quelle vidéo. On vient piocher, ça rentre dans nos thèses, on soutient les thèses, les abonnés mettent une tête sur nos pensées, etc. Et je pense que c'est vraiment ce qui est bon pour nous, quoi. Donc voilà, donc comme j'ai dit, je pense que je mettrai la semaine prochaine, déjà il y aura plus de crypto, mais il y aura surtout deux parties. Il y aura une partie où genre je vais faire toutes les recherches ailleurs, donc pour consolider nos thèses, et aussi des recherches tout court pour voir ce que les autres pensent. Pour voir parce que là, bon, bah, coup de chance, ce que pense Cross-Border Capital, ça rentre dans nos thèses. Mais voilà, c'est quand même important de savoir ce que pensent les autres, même si ça rentre pas dans nos thèses, que c'est quelque chose qui nous est pour l'instant indifférent. Peut-être que ça rentrera dans nos thèses plus tard, mais pour l'instant, c'était pas le cas. Donc voilà, on a ces 3 grandes thèses, les mecs, qu'il va falloir alimenter et qu'on va mettre en place petit à petit sur la chaîne. C'est tout pour moi. Si j'ai oublié des trucs, je pense que j'ai oublié des trucs, hein, forcément. Je vous le mettrai en vocal. Voilà, on est à combien de temps? J'arrive pas à voir, je suis pas habitué à OBS, c'est terrifiant. Bon allez, bisous les mecs, petit retour comme d'habitude, ouais 28 minutes et on se dit à plus.